Donc, on a eu cette idée de ce webinaire pour valoriser un guide sur la restauration écologique qui a été créé à l'initiative de plusieurs conservateurs botaniques sur le territoire national et de le valoriser sur la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre d'un financement de l'Office français de la biodiversité. Donc, c'est les conservateurs botaniques nationaux du Massif central et alpin qui sont donc à l'origine à l'initiative de ce webinaire. Alors, c'est parti. Donc, on va se présenter. Euh, voilà. Donc, moi, je suis Axel Roumier. Je suis chargée de mission au Conservatoire botanique national du Massif central, principalement sur l'animation de la marque végétale locale pour la zone Massif central. Et je suis également référente pour la conservation ex situ. Je laisse du coup Stéphanie se présenter. Oui, donc Stéphanie Huc, moi je coordonne la mission restauration écologique au Conservatoire botanique national alpin et je suis référente locale pour la marque végétale locale sur la zone Alpes. Et on a Et également Lucie, Lucie Gagé qui va être aussi là pour veiller un peu au niveau des questions, recueillir les questions dans le chat et faire un petit, voilà, nous assister dans ce webinaire. Donc, Lucie, est-ce que tu peux te présenter? oui, du coup, Lucie Gagé au Conservatoire botanique national alpin aussi, avec Stéphanie sur les missions de restauration écologique et référente végétale locale également pour la zone Alpes. Alors, les objectifs de ce webinaire, ça va être d'abord de vous informer sur le règlement européen dont les derniers textes sont sortis donc, cette année, en juin 2024. Ensuite, on va apporter quelques informations sur ce qu'est la restauration écologique, avec des définitions principalement. Et on verra ensuite donc, le contenu un peu du guide dont je parlais tout à l'heure, qui nous aide à définir les étapes clés de la restauration des écosystèmes herbacés. Et on l'illustrera avec quelques cas concrets qui sont, donc là, on a choisi plutôt des cas sur le Massif central, mais voilà, on a aussi beaucoup du côté des Alpes. Et le but aussi de ce webinaire, c'est de vous informer qu'on va organiser une formation plutôt côté alpin, qui peut-être aura, voilà, s'il y a un besoin aussi de la décliner sur le Massif central. Donc je commence à vous présenter cette première partie sur le règlement européen sur la restauration de la nature, qui a été donc adopté le 17 juin 2024, donc c'est tout frais. D'abord, ce règlement, il a une base juridique qui rend obligatoire la restauration de certaines espèces et de certains habitats situés à l'intérieur et à l'extérieur du réseau Natura 2000. Il fixe aussi des délais précis, on va le voir un peu plus loin. L'article 1 précise les objectifs généraux du règlement. Donc, il s'agit de rétablir sur le long terme et de manière durable la biodiversité et la résilience des écosystèmes dans l'ensemble des zones terrestres et marines des États membres en restaurant les écosystèmes dégradés. Autre objectif, c'est de réaliser les objectifs généraux de l'Union en matière d'atténuation du changement climatique, d'adaptation à celui-ci et de neutralité en matière de dégradation du sol, mais aussi restaurer les engagements internationaux de l'Union et renforcer la sécurité alimentaire. Alors, les cibles et les échéances de ce règlement, les pays de l'UE doivent restaurer au moins 30% des habitats en mauvais état d'ici 2030, 60% d'ici 2040 et 90% d'ici 2050, avec des objectifs de moyens qui sont vraiment la mise en œuvre de mesures et des objectifs de résultats avec des objectifs, des indicateurs chiffrés à atteindre pour la restauration écologique des écosystèmes. Le texte est vraiment en deux volets, il sera illustré dans la diapo suivante. Donc d'abord, renforcer les directives existantes en mettant en œuvre des mesures de restauration des habitats et des espèces dites d'intérêt communautaire. Et là, l'objectif, c'est vraiment sur des surfaces d'habitat. Ce qui est important à savoir, c'est que l'année de référence, c'est le rapportage qui a lieu en ce moment. Et le deuxième volet, c'est la restauration des écosystèmes au sens large,
avec des mesures de restauration sur les écosystèmes agricoles, forestiers, aquatiques et urbains, et là avec des indicateurs qui sont spécifiques par habitat. Donc, vous voyez ce schéma qui illustre les propos précédents, avec à gauche les 3 types d'habitats directifs. Donc, dans ces habitats directifs, le premier, c'est les habitats terrestres, habitats d'intérêt communautaire annexe 1. Et là, on retrouve les zones humides, les forêts, les prairies, habitats prairiaux, les rivières, les lacs et les habitats rivulaires, les steppes, les landes et les forêts, et les habitats dunaires et rocheux. Le deuxième type, ce sont les habitats d'espèces. Donc là, l'idée, c'est de restaurer des habitats, mais pour des espèces spécifiques, qui sont les espèces terrestres et marines des annexes 2, 4 et 5 de la directive Habitat, les espèces d'oiseaux terrestres et marins qui sont couvertes par la directive Oiseaux, et 25 espèces marines spécifiques de l'annexe 3. Et le troisième habitat, ben là, c'est le type d'habitat marin. Alors, c'est au-delà de la directive Habitat, on est plutôt sur des unités ENIS, et je ne vous donne pas plus de précision parce que c'est quand même très, très spécifique. Ensuite, on a les autres types d'habitats que sont les écosystèmes urbains, etc., les cours d'eau pollinisateurs, agroécosystèmes et les forêts. Et pour chacun, là, on va avoir des indicateurs qui sont quand même très, très spécifiques, avec généralement des gains de surface ou des gains d'espèces ou des indicateurs vraiment hyper précis. Je donne un exemple pour les agroécosystèmes. Là, ça va être l'indicateur infrastructure agroécologique, stock de carbone organique dans les sols, oiseaux communs des prairies agricoles et pollinisateurs. Voilà, donc c'est quand même très, très spécifique pour chacun. Donc, la mise en œuvre de ce règlement européen, il va passer par des plans nationaux de restauration qui devront être écrits par chacun des pays de l'Union. Ces plans vont définir les mesures de restauration requises pour atteindre les objectifs du règlement et préciser chaque fois les superficies totales à restaurer ainsi qu'un calendrier. Donc, ces plans nationaux, ils ont lieu jusqu'à 2050. Les mesures qui sont préconisées dans ces plans nationaux sont alignées, bien sûr, avec d'autres dispositions législatives. Et il y aura un réexamen et une évaluation de ces plans par la Commission dès 2033. Donc, en France, le plan national, il est piloté par le ministère en lien avec le Muséum national d'histoire naturelle, l'OFB, et sont inclus aussi dans les groupes de travail des acteurs du territoire comme l'association Rêver, les CBN et bien d'autres acteurs du territoire. Alors maintenant, avant de passer à la deuxième partie, on attend peut-être vos questions sur cette première partie. Est-ce qu'il y en a? Je vous laisse le temps de réagir. Il n'y a pas eu de questions sur le chat, mais n'hésitez pas à les écrire s'il y en a. Je laisse juste une minute, le temps de réagir quand même et d'arriver à poser la question. Ok, toujours pas de questions? Toujours pas. Ah ben alors j'avance. Donc la deuxième partie concerne... Attends juste 2 secondes, tu peux t'arrêter, il y a une question. Oui. Alors, il y a Benjamin Courtois de Tractebel qui demande dans quelle mesure la mise en place de ces plans est contrainte. Ah, elle est contrainte complètement par le règlement, en fait. C'est une obligation. Et Ecomed qui demande quels sont les moyens financiers. Ah. Ben ça, je ne sais pas. Là, je pense que c'est une question qui sera posée au ministère, mais de toute façon, dans un premier temps, les plans ne sont pas encore écrits. Donc, je pense qu'il va falloir d'abord passer par l'écriture de ces plans par le ministère et que les financements arriveront, j'imagine, après, mais là, je ne peux pas répondre à la place du ministère. Et du coup, Benjamin qui complète sa question en demandant s'il y a des sanctions de prévues. Ça, je ne sais pas bien, en fait. Je ne me rappelle pas si, il me semble qu'il y a un volet, mais je ne pourrais pas le dire. En fait, il y a le texte qui est accessible sur Internet et que lorsqu'on vous enverra le PowerPoint, en fait, j'ai mis un lien directement vers le document. Bon, voilà. Après, moi, je ne suis pas une spécialiste de ce règlement. L'idée, c'est quand même de vous informer sur son contenu global et sur le calendrier, les cibles et un petit peu sur les indicateurs. Je pense qu'après, pour les questions beaucoup plus précises, il faut lire le règlement. Je pense que ça va être indispensable pour nous tous
de bien le connaître. Et puis, j'imagine que voilà, peut-être le ministère fera aussi une communication à ce sujet lorsque les plans nationaux seront en phase d'écriture ou complètement écrits. Et juste une petite dernière question là-dessus, si Stéphanie, tu as la réponse, sinon, pareil, on vous invite à regarder le texte, mais est-ce qu'il y a une articulation qui est faite avec la compensation au titre de la dérogation espèces protégées? Alors, il y a un article qui concerne la dérogation sur les espèces protégées, en fait. Il y a un petit article qui concerne ça. Alors, je n'avais pas très envie de le présenter tout de suite maintenant, mais effectivement, il y a un article là-dessus, sur les habitats. Ok, il n'y a plus de questions sur le chat. Je pense que tu peux continuer et puis on en prendra d'autres après. Ok, donc deuxième partie, qu'est-ce que la restauration écologique? Donc on est au sens large de la restauration, on va voir des définitions précises ensuite. D'abord, je voulais vous proposer un petit historique un peu de la notion de revégétalisation, restauration, etc., qui est quand même une obligation légale depuis longtemps déjà, même si on n'en parle que depuis très longtemps. Il y a un bruit bizarre. Alors, 1996, d'abord, vous connaissez tous la loi de protection de la nature, mais qui incluait déjà les études d'impact et les séquences ERC. 92, on est sur la directive Habitat, dont l'objectif, c'était d'assurer le maintien ou le rétablissement dans un état favorable des habitats naturels. 1999, on a les CCTG, CCTP, qui mentionnent la qualité des semences de revégétalisation. 2009, la loi Grenelle qui vise à utiliser la restauration écologique pour améliorer les continuités écologiques. Puis 2011, avec la stratégie européenne pour la biodiversité qui a pour but d'enrayer la perte de biodiversité et la dégradation des écosystèmes. Puis 2016 à 2020, la loi pour la reconquête de la biodiversité et la nouvelle stratégie en faveur de la biodiversité qui vise à contribuer à la préservation, à la gestion et à la restauration de la biodiversité. Et puis la toute dernière en date dont je viens de vous parler, 2024, on est sur le règlement européen sur la restauration de la nature. Mais cette notion de restauration, eh bien, elle est très vague pour certaines d'entre nous et souvent on entend des termes très différents comme réhabilitation, renaturation, revégétalisation, voilà, reconstruction, etc. Et du coup, il nous semble important d'abord de s'entendre sur les termes. C'est pourquoi je vous présente quelques diapos sur un point sémantique qui fait un état de ces définitions. Donc, la première, c'est restauration écologique, qui est le processus qui assiste le rétablissement d'un écosystème qui a été dégradé, endommagé ou détruit. Donc là, c'est la définition de la SER. Elle vise à ramener l'écosystème à l'état dans lequel il aurait été si la dégradation ne s'était pas produite, tout en tenant compte de changements anticipés. Voilà, donc il y a deux niveaux de définition là pour restauration écologique. La définition de 2024 qui a été améliorée en 2019. Un nouveau terme est apparu plus récemment avec la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. C'est la notion de restauration des écosystèmes, justement, qui consiste à favoriser la régénération des écosystèmes qui ont été dégradés ou détruits, ainsi que la conservation des écosystèmes encore intacts. Donc, tous les types d'écosystèmes peuvent être restaurés, qu'il s'agisse de forêts, terres agricoles, villes, zones humides ou océans. Et je vous présenterai un document, un petit graphique tout à l'heure qui montrera un peu toutes ces notions et qui inclut cette restauration des écosystèmes. Le terme de réhabilitation qui est défini par le rétablissement d'une certaine forme de fonctionnalité de l'écosystème, sans chercher à rétablir une proportion substantielle des organismes vivants autochtones trouvés dans l'écosystème de référence. Dans ce cas-là, en fait, on travaille plus sur certaines fonctionnalités de l'écosystème que sur toutes les fonctionnalités comme on le ferait pour la restauration écologique. Donc, deux exemples en image. À gauche, l'exemple d'une restauration écologique qui a été menée sur une prairie de fauche de montagne, où là, effectivement, on recherche à obtenir l'écosystème de référence qui est cette prairie de fauche de montagne, habitat semi-naturel. Et à droite, un exemple de réhabilitation,
où là, on a travaillé sur une prairie fleurie urbaine dans laquelle, en fait, on a cherché à atteindre que certaines fonctionnalités de l'habitat. Il y a encore deux autres termes que je voulais partager avec vous. D'abord, la notion de revégétalisation, qui est un terme générique qui n'a pas vraiment de définition scientifique précise. Donc, la végétalisation, elle va correspondre au rétablissement d'un couvert végétal sur des terrains ouverts et en général avec une, voire peu d'espèces, mais sans vraiment tenir compte de l'origine ou de la provenance. En gros, on végétalise, on met de la végétation. Et le dernier terme, c'est la renaturation. Ce terme, on l'entend de plus en plus. Et pourtant, en fait, il n'a pas vraiment de définition scientifique. En fait, renaturer, ça veut dire quoi? Ça peut vouloir dire redonner un caractère naturel, mais c'est beaucoup de choses derrière. C'est pas toujours forcément intéressant pour la biodiversité. Et donc, on propose, en fait, en tout cas, l'association Rêver propose d'éviter d'utiliser ce terme, qui est beaucoup trop générique. Donc, voici le document dont je vous parlais précédemment, qui est le continuum de restauration, produit par la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes, et qui replace un petit peu tous les termes qu'on vient d'utiliser, qui part à gauche sur la réduction des impacts sociaux, et qui va jusqu'à droite sur vraiment la vraie restauration écologique qui rétablit complètement les écosystèmes indigènes avec toutes leurs fonctionnalités, en passant par de la remédiation, par la réhabilitation qu'on a définie. Voilà, donc tous ces états finalement de degrés finalement de restauration, d'un degré finalement où il y a peu peut-être à restaurer, où on ne fait qu'éliminer les menaces sur l'habitat jusqu'à un rétablissement complet. Alors, vous avez entendu parler d'écosystèmes de référence. J'ai nommé ce terme plusieurs fois déjà. Donc, de quoi il s'agit? Il s'agit d'un modèle de référence qui informe sur la cible du projet de référence. On peut le voir comme un assemblage des données biotiques et abiotiques obtenues par un ou plusieurs sites de référence. Et en gros, il s'agit d'une description de l'écosystème par sa composition, sa structure, son fonctionnement, dans les conditions passées, présentes et futures, car cet écosystème il va évoluer en lien avec les changements environnementaux. Donc, en gros, un écosystème de référence, ça peut être un site que l'on connaît, dans lequel on a un habitat qui est en bon état de conservation et sur lequel on va pouvoir faire toutes ces descriptions et qui sera donc notre cible, notre objectif. Par contre, parfois, ça ne pourra pas être le cas. Et donc là, je présente quelques limites. Donc, quelle référence dans un milieu anthropisé? Si je pense à un parc urbain, quel état de référence? C'est peut-être à nous de définir cette référence par rapport à un modèle, par rapport à un objectif qu'on sera fixé. Sur une piste de ski, c'est toujours difficile d'avoir des écosystèmes de référence parce qu'on a un milieu qui est très contraint par l'homme, par la neige artificielle, par le damage, etc. Et puis, dans les écosystèmes semi-naturels, là aussi, parfois, c'est un peu plus difficile, mais sur certains écosystèmes, on peut quand même trouver des écosystèmes de référence. La notion de nouveaux écosystèmes, effectivement, avec les changements environnementaux en cours, ce qu'on restaure aujourd'hui, est-ce que ça sera exactement ce que l'habitat dont on a donné cette cible, cet écosystème de référence, qui a eu une histoire qui est différente de celle de l'histoire qu'aura l'écosystème restauré aujourd'hui. L'échelle du projet aussi, voilà, entre une petite zone et puis plusieurs hectares, c'est difficile d'atteindre cet écosystème de référence. Et puis, on vient d'en parler, cette constante évolution au niveau du climat, au niveau de tout ce qui aura lieu au niveau environnemental sur ces parcelles restaurées. Et donc, ce qui va être important, c'est de comprendre aussi qu'en fait, la restauration d'un milieu va passer par des trajectoires. Voilà. Et ce schéma qui a été fait tout récemment par l'association Rêver reflète vraiment toutes ces trajectoires-là. Lorsqu'on part, donc en axe des ordonnées, on a la biodiversité, l'intégrité du milieu, la fonctionnalité, et sur l'axe des abscisses, on a le temps. Donc, vous voyez l'écosystème de référence qui est tout en haut, en bleu, et qui lui-même, quand même, varie au cours du temps. Lorsque cet écosystème de référence subit une dégradation, en fait, on tombe au niveau biodiversité, on est tout en bas
du graphique. Et là, on est sur donc un écosystème qui est complètement dégradé et qui va pouvoir évoluer vers des trajectoires différentes en fonction de ce qui est fait sur ce milieu. La courbe rouge, on est sur une phase où on a supprimé les menaces, mais en fait, on est toujours en phase de dégradation. On a, par contre, si on supprime les dégradations, mais qu'on laisse faire, on va être sur ce qu'on appelle la régénération naturelle, où là, on a une amélioration finalement de cet écosystème dégradé, qui est plus ou moins fort. Donc, c'est pour ça que vous voyez deux trajets à cette courbe orange, une plutôt faible et une qui augmente fortement vers l'écosystème de référence. Et puis, vous avez la courbe verte, où là, on est sur une phase de restauration active et où là, pareil, deux trajectoires. Soit on va vers de la réhabilitation, donc on va vers un écosystème fonctionnel pour lequel on a eu des objectifs très spécifiques de fonctionnalité choisis, soit on va vers une gestion qui va être appropriée et qui va permettre de retourner à l'écosystème restauré. Je laisse la parole à Axel pour la suite de la Peut-être on peut présentation. faire une petite pause pour recueillir les questions avant de partir sur le côté plus concret. Est-ce qu'il y a des questions, si jamais on peut laisser juste peut-être quelques secondes pour réagir sur ces définitions, s'il y a des questions pour le moment. Et sinon, j'enchaîne. Alors, on a une question qui demande si on peut aujourd'hui affirmer que la régénération naturelle est de plus en plus aléatoire au regard des pressions et du changement climatique. En fait, ça dépend des habitats dans lesquels on travaille. Ça dépend, voilà. En fait, en gros, la régénération naturelle dans un milieu qui est très anthropisé, où il y a des risques d'invasion d'espèces exotiques envahissantes, ça me paraît très compliqué. Par contre, on a des zones encore sauvages. Alors moi, je pense, nous, en montagne, en altitude, où c'est encore possible. Après, le problème de la régénération naturelle, c'est, en tout cas en montagne, c'est les risques d'érosion. Voilà, donc en fait, la régénération naturelle, elle est possible, mais avant de la mettre en œuvre, il faut diagnostiquer tous les risques potentiels pour le milieu. Donc érosion, invasion biologique ou autre milieu. Il faut voir aussi la capacité du sol à être régénéré, parce que est-ce que dans mon sol, j'ai suffisamment est-ce que j'ai une banque de graines du sol qui est suffisamment importante pour que ça se fasse naturellement? Et il n'y a pas que les graines, hein, il y a toutes les autres fonctions du sol aussi voilà. Est-ce que tout est là en place pour permettre cette régénération? Mais ça peut se faire. Mais voilà, c'est un vrai diagnostic qui doit être mis en place avant. Ok, donc je vais prendre la suite. Du coup, plus concrètement, quand on a un projet de restauration, on va définir ensuite des approches restauratives. Mais avant ça, donc, on parlait de l'étape de diagnostic initial. Donc, c'est de bien se situer par rapport aux enjeux écologiques qui peut y avoir. Donc, premièrement, on est dans un cas où autour de mon projet, il y a beaucoup de sites naturels qui n'ont pas été dégradés. On va pouvoir se poser la question de faire quelque chose ou non. Donc, c'est ce qu'on se disait vraiment juste avant. Donc, si la banque de graines du sol est suffisante et si autour les milieux naturels sont dans un bon état et vont permettre une régénération naturelle, donc avec un recrutement par le semis des espèces avoisinantes le milieu, on va pouvoir éventuellement ne rien faire. À condition d'avoir bien diagnostiqué le site. Ensuite, à l'inverse, là, en deux, on est sur un site très dégradé. Les écosystèmes autour du projet sont très dégradés. On va se poser la question là, il y a un risque évident par rapport aux plantes exotiques envahissantes. Donc, la question de la végétalisation sera sans doute, euh, sans doute va s'imposer sans doute au projet pour éviter justement l'installation de ces exotiques envahissantes. Donc, on va pouvoir avoir recours à une végétalisation pour concurrencer rapidement les exotiques.
Voilà, il y aura aussi sans doute d'autres étapes à réaliser, par exemple la restauration des sols sur des sols très très pollués. Ensuite, on est sur un autre cas où, donc en 3, on est plutôt sur des écosystèmes qui sont pas, qui sont dégradés, mais qui restent quand même encore assez naturels. Et on va pouvoir avoir besoin peut-être de retrouver une certaine fonctionnalité écologique sans forcément avoir besoin de restaurer complètement un écosystème. Ça peut être retrouver, par exemple, un corridor, une fonction de corridor écologique. Dans ce cas, va se poser la question aussi de végétaliser ou non en fonction du type de projet. Et en quatrièmement, on est en contexte plutôt de villages, de petites villes ou d'espaces qui sont quand même assez connectés au milieu naturel. Mais on peut avoir des besoins de végétaliser dans le cas où on a besoin de voir rapidement des espaces végétalisés, s'il y a des contraintes, par exemple, d'accueil de public euh, ou autres, dans lequel on va aussi se poser la question de végétaliser, ou alors également de connectivité avec les espaces naturels. Donc ça, l'analyse des enjeux écologiques de chaque projet de restauration va être vraiment importante en premier recours pour pouvoir décider ensuite des actions qu'on va pouvoir engager par la suite et de l'approche restaurative qu'on va choisir. On parle de végétalisation active ou passive dans le cas où euh, et la régénération naturelle, par exemple, ou spontanée. On va parler aussi de végétalisation passive. Donc, lorsque les dégâts sont plutôt faibles, euh, où le temps, en fait, va être suffisant pour permettre la recolonisation naturelle des espèces. Donc là, on voit une prairie de fauche plutôt diversifiée. On imagine qu'un bout de cette prairie a été dégradé, et ben on va se poser la question que est-ce que la prairie, naturellement, va pouvoir se régénérer de manière naturelle ou spontanée. Donc ça, c'est la première approche restaurative. On parle de régénération naturelle. Ensuite, on parle de régénération assistée. Donc on ne va pas forcément non plus rentrer dans la végétalisation active lorsque on a une dégradation intermédiaire. Donc, il va falloir commencer premièrement, par éliminer les causes de dégradation de l'écosystème et on va pouvoir intervenir pour corriger certains dommages, donc des dommages abiotiques, pour permettre de déclencher un rétablissement biotique. Donc là, on est dans le cas d'une régénération naturelle assistée. On parle de régénération assistée où on va en fait juste empêcher, par exemple, un troupeau d'aller sur un endroit précis où on voudrait qu'il y ait une haie champêtre qui s'installe naturellement d'un semis naturel ou amélioré par exemple, les déjections des oiseaux. Donc ça, c'est la régénération assistée. On va voilà, permettre cette régénération. Ensuite, on parle de reconstruction lorsque là, les dommages sont tellement élevés au niveau abiotique ou biotique qu'on va être obligé d'agir de manière un peu plus conséquente. Donc, soit en agissant sur le sol, en améliorant le sol par différentes techniques qu'on ne va pas forcément développer ici, soit en plantant, et en plantant on peut planter, donc là on voit un chantier de plantation de vivaces en godet, de végétal local, on parlera après. Mais ça peut être également de semer voilà, donc des herbacées, des arbres et arbustes en fonction de l'écosystème qui sera à restaurer et qu'on vise. Donc ces trois approches restauratives qu'on vient de voir, elles peuvent être combinées ou en mosaïque en fonction des sites qui seront à restaurer. Ensuite, donc dans le cas où on va avoir recours à des végétaux, donc quand on est dans une végétalisation active, on va plutôt privilégier les végétaux sauvagés locaux. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir un couvert qui sera périn et diversifié. On va également reconstituer des interactions entre les végétaux, les micro-organismes, la fonge, la faune du sol et la faune de surface. On va pouvoir créer des communautés végétales plus proches des habitats naturels. On va également donner une bonne trajectoire au milieu restauré. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, le fait de végétaliser va pouvoir induire plus rapidement l'écosystème visé, en sachant qu'on a déjà bien défini aussi la liste d'espèces et les itinéraires techniques pour cette végétalisation. On va également s'assurer que la dynamique enclenchée
elles permettent de bien reconstituer le sol et les milieux rapidement. Donc le fait de végétaliser va avoir un impact pas seulement sur la flore, mais aussi donc, sur tout ce qui va être associé sur le sol et la faune voilà, au niveau du milieu qu'on a restauré. D'un point de vue économique aussi, d'avoir recours à ces végétaux sauvages et locaux permet de réduire on parle de réduire de besoins en semences et en fertilisants parce qu'on est en fonction du projet, mais si c'est donc, admettons, un semis herbacé, on va semer une fois, puis après on n'aura normalement pas recours à d'autres semis, ce qui pourrait être le cas avec d'autres types de semences. Et en termes de fertilisants aussi, eh bien, les semences sauvages et locales ont beaucoup moins besoin en fait de matière organique que les semences plutôt plus commerciales et sélectionnées. Ensuite, on va éviter les risques naturels, donc tout ce qui est érosion. On va pouvoir protéger les sols et les versants en assurant ce couvert végétal. Et on va aussi, pour tout ce qui est dans le contexte de prairie naturelle, reconstituer une ressource fourragère de qualité dans les milieux agricoles grâce à ces espèces issues de prairies naturelles. Ensuite, on va aussi favoriser une économie locale ancrée dans les territoires par les acteurs qui vont pouvoir répondre à ces besoins de semences ou de plants sauvages et locaux. Alors tout ça, c'est encadré par un outil qui est une marque, donc c'est la marque Végétale Locale, qui est portée par l'Office français de la biodiversité, qui est une marque collective dite simple qu'on peut citer dans les marchés publics. Pour info, il y a un webinaire qui est disponible sur le site Végétal Local qui explique bien tout cela, toute la partie comment citer Végétal Local dans les marchés publics et un guide sur la prescription des végétaux locaux. Cette marque, elle est initiée et animée par 3 réseaux et par l'OFB. Donc les 3 réseaux, c'est les conservateurs botaniques nationaux. On a également l'AFAC Agroforesterie, qui est une association qui va plutôt accompagner les projets de plantation de haies champêtres, et l'association Plantes et Cités, qui est une association d'ingénierie de la nature en ville. Alors, cet outil végétal local permet d'assurer que les végétaux aient une diversité génétique élevée et ce qui enclenche un potentiel adaptatif important de la flore sauvage. Également, ça garantit que les végétaux soient indigènes et sauvages, issus de collectes en milieu naturel dans chaque région biogéographique de France. Ça implique aussi qu'elle se base sur des règles de collecte et de production pour maintenir cette diversité génétique et avoir le moins de sélection possible. Elle garantit une traçabilité fine de la collecte à la commercialisation et elle garantit la préservation des populations sauvages des sites de collecte. Donc, grâce à ce même à un référentiel technique qui permet de garantir une pression faible sur les milieux. Donc, quand on parlait de local, de région biogéographique, la marque végétale locale s'appuie sur un différent découpage de régions biogéographiques. Donc, on a 11 aires définies pour la France métropolitaine et 12 pour les Outre-mer. Et donc, cette marque implique qu'on récolte, qu'on multiplie et qu'on utilise les végétaux dans une de ces régions. Alors, en Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez différents référents locaux qui sont plutôt pour donc, qui font le lien en fait entre vous, bureau d'études et tout autre type de prescripteurs et d'utilisateurs, et également les producteurs qui sont en voie de labellisation ou déjà labellisés sur le territoire. Donc, du coup, moi, je suis sur le côté massif central pour la filière herbacée et Sylvie Monnier pour la mission forêt sur toute la partie Auvergne-Rhône-Alpes. On a aussi donc, Lara pour le côté méditerranéen, Stéphanie et Lucie pour la partie Alpes et Amandine et Adrien pour France Nature Environnement sur la partie bassin Rhône-Saône-Jura. Alors, je vais Alors, reprendre la main pour ouais, vous est-ce que présenter. déjà, Oui. est-ce qu'il y a des petites questions là-dessus sur le végétal local et sur les approches restauratives tout d'abord, avant de continuer? Oui, on a une question de Manon Mochard, une question cas pratique qui demande, dans le cadre d'un projet photovoltaïque ayant un impact sur une prairie de fauche thermophile riche en fabacées, que préconiseriez-vous comme méthode de revégétalisation sous les panneaux et comme gestion?
Alors, on peut répondre à plusieurs, mais en fait, ça va vraiment, il y a besoin de faire un vrai diagnostic parce que voilà, ça va vraiment dépendre. En général, on s'appuie sur qu'est-ce que pourrait être donc cette prairie ou qu'est-ce qu'elle était avant, en fait, avant d'être dégradée pour retendre à cet écosystème. Et là, on a l'impact du photovoltaïque sur lequel, pour l'instant, on a très peu de retours. Et du coup, en plus, ces panneaux photovoltaïques, pour l'instant, on a quand même assez peu de retours sur ce qui peut voilà, s'installer comme végétation dessus. Je ne sais pas si Stéphanie, tu veux faire un Oui, complément là-dessus. moi je veux bien compléter parce qu'en fait, je pense que la première question à se poser sur ce type de chantier, c'est quel objectif en fait qu'est-ce qu'on attend de cette prairie derrière? Est-ce que cette prairie, elle va être fauchée? Est-ce qu'elle va être pâturée? À quel moment? Est-ce qu'on va laisser des moutons pâturer très tôt, plutôt tard? Est-ce qu'il y aura besoin de régénération au cours du temps? Quelle va être la gestion mise en place? Et en fonction de tout ça, ben, en fait, ben, vous pourrez choisir le cortège d'espèces. Parce que si vous voulez, si vous avez un objectif de biodiversité, dans ce cas, il est logique de se référer à un écosystème de référence, la prairie qui était là avant ou une prairie qu'on va laisser évoluer, en lien avec, comme disait Axel, ben, le fait qu'il y ait des panneaux photovoltaïques qui va créer des différences de micro-milieux finalement au niveau climatique. Et du coup, forcément, il y aura au moins deux types de végétation dans cette nouvelle prairie, celle qui est la végétation sous les panneaux et entre les panneaux. Et puis, ben, si vous avez des objectifs liés plus à du pastoralisme, ben, vous allez travailler plutôt sur une liste d'espèces qui va être avec une productivité, peut-être, je ne sais pas, ou pas. Enfin, voilà. Donc, la première chose, c'est fixer vos objectifs. En fonction des objectifs, définir en fait ce que vous attendez comme type de prairie. Et à partir de là, ben, on pourra travailler de manière beaucoup plus opérationnelle sur ben, quelle liste d'espèces, quelle méthode, voilà. Mais il faut des objectifs déjà, surtout sur ce type de milieu. C'est bon, je pense que tu peux enchaîner. Ok, eh ben, on va passer donc à cette autre partie sur les étapes clés d'une opération de restauration. Donc, comme le disait Axel au tout début, on a travaillé sur un guide d'aide à la définition des étapes de restauration des écosystèmes herbacés, donc avec des végétaux sauvages et locaux, bien sûr. Ce travail, il a été fait dans le cadre du programme RESOL, qui est un programme national financé par l'OFB, dans lequel il y a on était 5 ou 6 conservateurs botaniques à travailler ensemble sur ce projet. Et du coup, et pas que les conservateurs botaniques, parce que vraiment ce guide, il a été fait, la cible, c'était vraiment les bureaux d'études, les services de l'État, pour mieux comprendre en fait comment se construit un projet de restauration. Et il a été validé et construit avec des groupes de travail de différents acteurs du territoire, que ce soit les aménageurs, les gestionnaires d'espaces naturels et les collectivités. Donc, on a proposé une organisation en 3 phases. D'abord, la phase préopérationnelle. Dans cette phase préopérationnelle, on a la phase 1 qui concerne l'information et la présentation du projet et qui implique les parties prenantes. Et dans ce cadre-là, il est hyper important d'informer les personnes qui vont travailler autour de ce projet, mais aussi les gens qui sont sur le site finalement, de manière à contextualiser le site à restaurer au niveau de tous les éléments voilà, qui sont prévus sur le propriétaire du terrain, les gestionnaires, les exploitants, etc., à qui on va informer aussi sur le diagnostic environnemental et sur les objectifs qui vont être définis au cours de cette phase opérationnelle. Ensuite, on a le diagnostic socio-environnemental. Lui va permettre de contextualiser le site à différents niveaux, écologique, pédologique, climatique, hydrologique, géologique et anthropique. Donc, c'est ce diagnostic qui va permettre de définir les objectifs du projet, les choix de gestion et donc derrière de déterminer les techniques qui vont être mises en place, comme on le disait dans l'exemple proposé avec les panneaux photovoltaïques. Ensuite, on a l'étape qui va définir, identifier le ou les sites de référence. Donc, ceux ou ces sites de référence, soit on va les définir sur un modèle,
soit ça va être un site que l'on va pouvoir inventorier et dans lequel on va refaire finalement un diagnostic et qui va nous servir de base, voilà, de cible au projet. Et cette phase d'évaluation, enfin cette phase de site de référence, il est hyper important si derrière on veut pouvoir évoluer la trajectoire du site restauré et évaluer si l'opération a fonctionné ou pas. On ne peut évaluer un chantier que si on a une référence. Si on n'a pas de référence, en fait, on ne sait pas quoi évaluer. Étape 4, c'est la définition des objectifs. Deux types d'objectifs. Les objectifs long terme qui sont très généraux, ben, comme on me disait tout à l'heure, peut-être c'est la biodiversité, peut-être c'est le pastoralisme, etc. Et puis des objectifs par contre très opérationnels qui, eux, vont se baser sur est-ce que mon objectif, il est spécifique, il est mesurable, il est acceptable, il est réaliste dans le temps et est-ce qu'il peut être temporellement bien défini. Donc ça, c'est très important. Et ces objectifs opérationnels vont permettre de mettre en place des indicateurs, là aussi quantitatifs, qui vont nous permettre, là aussi, d'évaluer le projet. Cinquième étape, c'est le choix des techniques de restauration. Donc, ce choix des techniques, en fait, elle va dépendre du type de milieu, des conditions climatiques, de l'épaisseur de sol en place, de la pente, des risques d'érosion, de la présence ou pas de végétation que l'on va pouvoir récolter. Est-ce qu'il y a des obligations sur ce site-là? Est-ce qu'il y a des prescriptions, des contraintes réglementaires? Voilà. Toutes ces techniques-là, en fait, on ne va pouvoir les définir que selon le contexte, selon les objectifs que l'on s'est fixés et selon toutes les contraintes qui seront mises en place. Donc, on pourra travailler sur la préservation et la préparation du sol, mais également sur le semis et sa protection. Et puis, il y a l'étape de gouvernance qui est aussi très importante pour que tout se passe bien et ça permet de définir le rôle des acteurs pendant le chantier. Voilà, donc cette étape de gouvernance, elle est importante parce que des fois, on se rend compte au cours d'un chantier qu'on ne sait plus qui doit faire quoi. Et ça, ça fragilise finalement cette opération de restauration. Ensuite, on a la phase de chantier. Alors, généralement, c'est la phase qui est la mieux menée. En tout cas, tout ce qui est précaution sur le chantier, c'est assez connu aujourd'hui, notamment avec les mesures ERC et leur mise en application. Ce qui est un peu moins bien fait aujourd'hui, c'est toute la phase de préparation du sol. Elle est capitale, en fait, pour semer. Aérer le sol, ça permet de piéger les graines semées et ça favorise la germination. En gros, cette préparation du sol, elle va consister soit un vrai décompactage, si on avait des sols très tassés, soit simplement un griffage pour permettre aux graines d'avoir des petites caches, des petites zones où s'implanter pour pouvoir semer, pour pouvoir germer, pardon. Et puis, à la phase de semis, où là, pareil, la phase de semis, elle va être adaptée selon le contexte et le choix des techniques qui auront été proposées. Ce qui est important dans cette phase 9, c'est la date de semis, parce que ce qu'on constate souvent dans les chantiers, c'est que une fois que le chantier est fini, on a très envie de semer soit tout de suite après, et du coup, il y a une mauvaise préparation du sol, et donc les graines semées, même si elles sont végétales locales, même si ce sont des super graines, elles ne peuvent pas sortir parce que la préparation du sol a été mal faite. Soit en fait, on a un semis qui est fait beaucoup trop tardivement et du coup, il y a de l'érosion qui se passe et puis, en fait, toute la matière organique s'en va et du coup, c'est très difficile ensuite d'arriver à une réussite finalement de ces semis. Et puis, la dernière phase, c'est la phase post-opérationnelle qui est souvent aussi oubliée. Parce que ça coûte, c'est clair, ça a un coût. C'est tout ce qui est suivi évaluation, mais c'est hyper important pour évaluer l'efficacité de l'opération mise en œuvre. Et puis la phase de réactualisation du plan de gestion, qui dépend elle aussi de cette évaluation. Souvent, le plan de gestion est mis en place en phase préopérationnelle. On définit ce que l'on va faire après l'opération de restauration. Mais des fois, il se passe des choses pendant cette phase de chantier
l'évolution finalement du cortège floristique évolue dans un sens ou dans un autre. On parlait tout à l'heure de gestion par le pâturage, par la fauche ou autre. Tout ça, c'est à évaluer et à réactualiser en fonction de ces suivis. Du coup, vous avez vu en bas de la diapo, à chaque étape, en fait, il y a des fiches qui sont associées. Ces fiches correspondent à des éléments techniques un peu spécifiques qui peuvent être des informations sur le diagnostic, sur la préservation du sol, sur le choix des types de semences à utiliser. Moi, je voulais juste faire un petit focus sur la fiche qui concerne le suivi et l'évaluation des chantiers, donc qui est assez générale dans le guide Résol. Par contre, on a fait à côté, également dans le projet Résol, une boîte à outils de suivi de la restauration écologique en milieu ouvert herbacé, qui va contenir des fiches qui mentionnent les protocoles de suivi, mais aussi les fiches de terrain, et qui couvrent tous les compartiments végétation, sol, pollinisateurs et paysage. Donc, il y a un grand nombre de fiches qui répondent chaque fois à des questions spécifiques et avec un niveau de compétences en fait dans chaque compartiment qui va du débutant jusqu'au confirmé. Sur la végétation, je crois qu'on a 4 niveaux, avec un niveau très très simple jusqu'à un niveau où il faut être botaniste expert. Sur le sol, on a plusieurs propositions sur plusieurs tests qui peuvent être soit faits en interne, très faciles à mettre en œuvre, jusqu'à des protocoles qui demandent d'être réalisés par des laboratoires spécialisés. Est-ce que vous avez des questions sur ce volet opération de restauration ? Il n'y en a pas sur le volet restauration, alors pas encore, mais on a eu une petite question qui est arrivée de Laurence Cressol de Mica Environnement en retour sur les définitions, qui demande si on peut rappeler dans quelle mesure la végétalisation active décrite fait partie intégrante de la restauration. Est-ce que tu peux revenir peut-être, Stéphanie, sur le diapo des trajectoires? Je pense que ça pourrait être bien pour montrer à quel moment on intervient avec la végétalisation sur le schéma des trajectoires. Merci beaucoup. Après, moi, je pense que c'est peut-être le terme qui est embêtant. En fait, c'est vrai que là, on a mis en parallèle le terme de restauratif, d'approche restaurative et de végétalisation, alors qu'effectivement, dans le point sémantique, on avait bien différencié ces deux éléments. Je pense que là, il faut comprendre végétalisation active dans le sens où on est dans la dynamique de restauration, c'est-à-dire qu'on est dans une démarche où on veut obtenir un écosystème complet avec des fonctionnalités entières finalement qui répondent au concept de restauration écologique. Oui, je voulais juste préciser donc la végétalisation active, donc quand on va passer par du semis ou donc sur ton schéma juste avant, on voyait bien la petite flèche où il y a une régénération où en fait on va apporter le fait d'apporter une végétalisation peut dans certains cas permettre d'aller plus rapidement vers l'écosystème qui est à restaurer. Et sinon, tu peux aller dans la diapo d'après, pardon. Si on est dans un contexte très dégradé, donc là, en pleine ville, peut-être on va pas viser forcément un milieu naturel comme on l'aurait dans un écosystème en bon état, mais de restaurer certaines fonctions écologiques, ça fait partie également de la restauration. Donc on va peut-être créer en fait presque de toutes pièces un milieu avec des espèces sauvages aussi qui correspondra pas forcément à un habitat naturel très précis, mais le principe de restaurer une fonction écologique va aussi être intégré dans cette phase de la restauration. Je ne sais pas si ça complète ou pas, mais voilà. On a aussi une question, remarque de Lilian de chez Carom qui dit « Les semences végétales locales sont généralement beaucoup plus onéreuses que les semences traditionnelles et il est très difficile d'avoir des retours d'expérience qui font apparaître les taux de germination des graines.
euh, label relativement récent. Il peut donc être parfois délicat de proposer l'emploi de ces semences à nos clients par rapport à l'utilisation de semences traditionnelles. Existe-t-il des études scientifiques qui ont cherché à évaluer cela et qui permettraient d'avoir des éléments de réponse? Alors oui, et je vous laisse la parole, les filles. Vas-y, je Euh, te laisse commencer. oui, alors, Végétal Local, c'est une marque oui, c'est une marque qui est relativement récente, mais qui date quand même de 2015. Depuis 2015, on a quand même mené beaucoup de projets expérimentaux sur l'utilisation des semences locales et donc végétal local. Il y a beaucoup de, enfin, il y a beaucoup, non, il y a quelques retours d'expérience qui ont été faits, en tout cas sur la partie alpine. On a plusieurs projets européens qui nous ont permis de travailler sur ce sujet-là. Et dans tous les chantiers qu'on a menés, pour lesquels on a semé des semences végétales locales, parfois des semences non végétales locales, ça a été vraiment le projet qu'on avait sur Courchevel et qui a montré très clairement qu'avec des semences locales, on était à plus de 70% de recouvrement de végétation au bout de 3 ans et avec une diversité bien supérieure et significativement supérieure. Voilà. Alors, par contre, ce qui manque aujourd'hui, et j'en ai complètement conscience, c'est que ce soit écrit dans un article scientifique validé par des pairs à une échelle nationale ou internationale. Ça, pour l'instant, c'est clair qu'on a peu de travaux. Mais il y a quand même les travaux d'Armin Bischoff sur les semences sauvages qui sont parus dans des revues internationales. On pourra peut-être vous proposer une liste de tous les articles scientifiques qui traitent de semences natives en France et ailleurs en Europe et qui montre qu'il n'y a pas photo et que en fait avec des semences sauvages d'origine locale en fait on a des bien meilleurs résultats et qui surtout perdurent dans le temps. Et c'est ce qui est important parce que l'argumentation qu'on peut faire aussi sur l'utilisation des semences locales, c'est cette résilience en fait des espèces et donc du cortège d'espèces au cours du temps face à des changements. Voilà. Voilà, et juste pour compléter, l'accompagnement de la région Auvergne-Rhône-Alpes dont on dispose au Conservatoire botanique permet aussi d'initier des chantiers et de récolter des données sur les suivis. Donc on travaille vraiment là-dessus. Sur chaque chantier, on essaie de les suivre et de récupérer les infos pour pouvoir communiquer dessus. Et je complète également, j'essaye de vous envoyer les liens depuis tout à l'heure. N'hésitez pas à aller sur le portail documentaire des différents conservatoires botaniques ou des différents acteurs de cette démarche sur lesquels il y a des fiches retour d'expérience ou des publications. Il y avait une autre question, donc toujours de chez Carom, qui demande quelles sont les périodes que vous préconisez pour le semis d'espèces herbacées, plutôt automne ou printemps? Bon, dans la plupart des cas, c'est plutôt l'automne, mais on peut aller jusqu'au printemps en fonction des contextes. Mais voilà, ça nécessite quand même d'avoir un peu plus d'infos peut-être sur le contexte du site. En fait, ça dépend l'altitude et effectivement si on est en plaine ou en montagne. Généralement, en zone de montagne, on sème plutôt à l'automne, avant les premières neiges. Quand on est en basse altitude et qu'il y a des risques de sécheresse très fortes, ben en fait, on va semer soit très très tôt dans le printemps, ça peut être même déjà février-mars, pour être sûr qu'en fait on aura de l'eau en mars-avril en fait, et que les plantes se seront suffisamment développées pour supporter les sécheresses des mois de juin, juillet, août. Soit, pareil, on sème plutôt à l'automne, mais pareil, il ne faut pas qu'il y ait de sécheresse juste après. Donc, voilà, c'est toute la difficulté. Il faut vraiment regarder un petit peu le contexte bioclimatique de la zone. L'altitude, par exemple, on ne sème pas de la même façon, nous, dans les Alpes, entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud. Voilà. Et puis, ça dépend aussi du type d'habitat que l'on va semer. Si on est plutôt sur des pelouses sèches avec des espèces qui sont très habituées finalement au contexte climatique sec, ou au contraire des espèces plutôt de zones humides qui vont avoir besoin d'eau très rapidement et en continu. Et ça va dépendre aussi du type de semence, puisque les semences fraîches germent mieux si elles sont semées directement. Donc si on fait par exemple du foin vert, un semis direct
milieu d'été, fin d'été, va être finalement plus efficace que d'attendre où il peut y avoir des dormances sur les semences et moins de germination. Mais pareil, ça va dépendre de s'il y a une période sèche juste après le semis ou non. Peut-être qu'on peut continuer, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment, tu peux y aller. Ok. Alors, du coup, on voulait vous montrer quelques cas concrets. Donc, dans ce grand panel de la restauration écologique. Donc là, on se situe dans un cas qui est qui fait plutôt partie de l'aménagement paysager. On peut aussi parler d'aménagement paysager écologique, même si ça n'aura pas de définition scientifique non plus. Donc là, on a la ville de Saint-Chamond qui, depuis maintenant quelques années, se lance dans des expérimentations d'aménagement avec des végétaux sauvages et locaux. Donc là, on a à gauche un microboisement urbain. Alors, on parle parfois aussi de Miyawaki, mais là, sachant que ce ne sont pas des densités aussi fortes qui est préconisée dans la méthode dite Miyawaki. Donc, c'est plutôt voilà, un microboisement euh, dont les plants ont été achetés en jeunes plants fournis par une pépinière qui produit des plants du végétal local sur le Massif central. À droite, on a un aménagement qui mélange en fait des espèces horticoles avec des espèces sauvages, qui est une technique vers laquelle on oriente un peu les villes qui souhaitent faire du massif vraiment paysager pour intégrer un peu du végétal local sans non plus trop heurter, on va dire, le regard pour ceux qui sont habitués au massif très horticole. Donc là, on est vraiment sur une notion assez souple du massif avec des végétaux locaux. Donc, on intègre des vivaces sauvages et locales dans certains massifs, sachant que la ville de Saint-Chamond autoproduit ces espèces sauvages et locales. Tu peux passer la suite. C'est du coup au sein de leur centre de production horticole, ils ont intégré des espèces qu'ils ont pu récolter eux-mêmes sur des sites autour, donc principalement dans le massif du Pilat, et dont ils ont testé les itinéraires techniques pour les cultiver en godet comme leurs autres types de vivaces. Et ils font des essais aussi sur les cimetières, donc en végétalisation, les intertombes. Là, on a un exemple avec l'origan. Donc, ils y vont vraiment espèce par espèce pour tester quelle est l'espèce la plus adaptée en fonction du contexte d'aménagement paysager qui est choisi. Ensuite, on a aussi un autre projet donc, de la même ville où c'est un ancien site industriel où une expérimentation est faite avec différents types de semis. Donc, c'est du semis qu'ils ont pu acheter en végétal local et des semis qu'ils ont fait avec des transferts de foin. Donc, c'est lorsqu'on va faucher une prairie dans laquelle le foin est suffisamment mûr pour qu'il y ait des semences et l'épandre ensuite pour faire un semis sur ces espaces. Et donc, c'est trois sites qui sont comparés avec des suivis. Donc là, c'est aussi dans un cadre un peu pédagogique où l'équipe Espace Vert souhaite aussi se former à faire ces suivis. On a adopté le protocole Ressol qu'on vous a parlé juste avant avec les fiches de suivi. Donc, c'est en gros 10 quadrats par espace testé qui mesure à peu près 10 mètres carrés pour pouvoir analyser la réussite du semis et la diversité floristique pour voir si on a atteint nos objectifs en termes de biodiversité floristique. Ensuite, un autre cas, c'est le marché d'ensemencement des talus routiers du département de la Haute-Loire qui a été lancé cette année même. Donc nous, le Conservatoire botanique, on a accompagné le service route dans leur rédaction des documents de marché pour intégrer du végétal local dans leur marché, sachant que, comme on l'a dit tout à l'heure, la filière est en construction. Donc on est allé vraiment sur euh, on a même co-construit en fait le marché avec les producteurs grâce à la phase de sourcing où on a pu du coup intégrer les remarques des différents producteurs qui pouvaient répondre à ce type de marché. On a aussi également, le Conservatoire botanique, accompagné les entreprises pour de la récolte en moisson et brossage sur des parcelles du département. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu intégrer au marché d'ensemencement. Donc là, on a l'exemple d'un brossage qui est fait sur un site qui est l'aérodrome de Loud,
Voilà, donc on voit même au loin les parapentes qui sont en train d'arriver sur la parcelle. Donc, qui a été brossée à l'aide de cette petite, on appelle ça une butineuse. Et donc, le mélange de semences qui est obtenu a été intégré au mélange global de semences et semé à l'hydrocideur sur les talus routiers. Et donc, enfin, on n'a pas que semé du mélange, on a pu aussi établir une liste d'espèces afin d'avoir des espèces pionnières et structurantes pour garantir vraiment que le mélange semé fonctionne, lève bien. Donc, on a aussi intégré des semences de marques végétales locales en plus des espèces qui ont été récoltées localement sur des prairies naturelles. Donc, là, dans cette opération, le Conservatoire botanique a été associé dès l'amont du projet et pour chaque étape du suivi des opérations en fait, du marché jusque-là. On peut passer au cas suivant. Donc là, c'est plutôt dans un cas d'agroécologie où, en fait, dans le cadre d'un contrat vert et bleu sur le parc du Pilat, on a pu accompagner un petit groupe de viticulteurs qui souhaitaient répondre à une problématique par rapport à leurs vignes qui sont situées en très forte pente, qui sont non mécanisables. L'idée étant des domaines qui sont en agriculture biologique, donc de plus traiter et de désherber le moins possible. Donc, on a travaillé sur une liste d'espèces de pelouses sèches qui correspondaient aux habitats les plus proches de ces sites, où on a pu faire du semis en mélange sur certaines parcelles test et les suivre pour voir eh ben, si ça correspondait à ce qu'on souhaitait en termes de recouvrement, de diversité et par rapport aux objectifs agronomiques. On a aussi testé du coup des mini-mottes à partir de la même définition de liste et des rouleaux de sédum, en sachant que là, le résultat est pas forcément probant pour les rouleaux de sédum qui sont très peu résistants au piétinement et en fait pas vraiment adaptés. Voilà, c'était du coup beaucoup moins satisfaisant que ce qui s'attendait. C'est pas magique un rouleau qu'on déploie et voilà, le sédum du coup ne résiste pas bien au piétinement et ça l'a un peu montré en fait cette expérience. Par contre, les mini-mottes, voilà, ce qui en résulte, c'est que on a quand même une implantation au niveau des pieds de vigne. Mais malgré tout, quand on plante en plein, c'est plus difficile à suivre et voilà, ces plantes-là ne résistent pas trop au piétinement, voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de passages pour l'entretien de ces vignes. Et par rapport au semis, euh, ça correspondait plutôt bien en termes de diversité floristique pour le côté biodiversité, c'est très intéressant. Mais c'est vrai que d'un point de vue agronomique, la hauteur des espèces, en fait, ne correspondait pas, puisqu'ils voilà, ils attendaient une végétation très basse. Et donc, ça ne correspondait pas forcément à leurs objectifs agronomiques. Mais voilà, pour l'instant, les retours, on a besoin de faire plus de retours quand même sur ces suivis. Et sachant qu'il y a certains sites, en fonction de la pente, de l'exposition, etc., ont donné de meilleurs résultats en termes de recouvrement. Voilà pour les différents cas concrets. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ces différentes expérimentations, si vous souhaitez poser des questions là-dessus. Et s'il n'y a pas de questions, on peut passer à la suite du coup. Pour Alors, l'instant, il n'y en a pas. Ok. Sur l'aspect ressources, en fait, on voulait partager avec vous quelques documents guides qui ont été déjà édités. Faut voir qu'en fait, ben voilà, selon l'endroit où vous vous trouvez, où vous travaillez, les conservatoires botaniques accompagnent en fait les projets. Voilà, en France, on est quand même, enfin, le territoire français est couvert par les conservatoires botaniques et ils travaillent tous sur la marque végétale locale, mais aussi sur l'accompagnement de projets de restauration écologique. Là, vous voyez en haut les guides plancton local. Donc, il y a Île-de-France, il y a PACA qui est sorti, il y a Centre-Val de Loire et Occitanie. Donc, ce sont des livres qui vont recenser en fait les espèces qui sont potentiellement utilisables en végétal local, souvent par grand type de milieu. Ensuite, vous avez en bas à gauche des guides qui ont été faits par le Conservatoire botanique de Bailleul sur l'utilisation d'arbres ou d'arbustes ou d'herbacées.
le guide de la graine au paysage qui est tout frais sorti, qui traite de la prescription, qui a été réalisé par l'OFB et le CEBEN des Pyrénées-Midi-Pyrénées. Et puis des guides beaucoup plus techniques là sur des opérations de restauration. Donc il y a SEM les Alpes, il y a le Ressol dont on a parlé, il y a un guide sur la restauration, la revégétalisation qui avait été fait dans le cadre d'un programme européen SEM des Alpes. Il y a le guide des Pyrénées aussi sur les messicoles, celui sur la restauration écologique aussi. Voilà, un guide aussi qui aide à savoir quand est-ce qu'en fait on peut récolter, quel est le bon moment pour récolter en fonction des espèces, avec des indicateurs espèces, et puis la boîte à outils. Voilà. Et dans un massif central aussi, Axel voulait faire un petit focus sur un outil mis en place. Donc voilà, nous, de notre côté, l'outil qui est mis en place, c'est une carte interactive où vous pouvez trouver à la fois tous les producteurs en fonction de leur type de production. Donc là, c'est les petites flèches orange. S'ils produisent donc herbacées ou arbres et arbustes. Et donc sur un fond de carte qui est celui de la marque végétale locale, donc la région Massif central avec le découpage des unités naturelles, qui là on ne l'a pas précisé, mais les unités naturelles ont aussi une fonction de découper un peu au sein de la zone sans que ce soit obligatoire, c'est plutôt à titre de conseil. Et en vert, ce sont les projets. Donc là, par exemple, ceux que je vous ai cités, on les a classés donc, en trois grands types de projets. Agroécologie, restauration écologique, aménagement paysager. Donc là, les trois exemples que je vous ai fournis, ça correspond à ces trois types de projets, sachant que je n'avais pas précisé, bon, pour l'agroécologie contexte viticole, c'était sur les côtes du Rhône. Voilà. Et pour l'instant, on n'a pas encore communiqué sur le projet sur le département parce que c'est tout récent. Mais voilà, en cliquant sur les flèches vertes, on détaille, on fait une petite page et on envoie soit sur des liens sur les études qu'on a pu faire, soit on décrit un peu plus le projet avec la liste d'espèces qu'on a utilisées et donc les retours d'expérience qu'on a pu avoir. Et pour info, on a un projet aussi de palette végétale, mais qui sera diffusé un peu plus tard en 2025 plutôt. Un peu sur le même mode que les guides qu'on a vus, que Stéphanie vous a présenté tout à l'heure. Ah oui, voilà. Donc, j'espère que ça vous a donné envie de vous inscrire à notre formation qu'on va proposer donc, en 2025, mais voilà, avec un nombre de places limité. Pour l'instant, on n'a pas encore la date, mais vous serez informés. On enverra par mail, je pense, l'info par rapport à cette formation qui sera plus pratique donc, sur le terrain. Non, pas Voilà, que. En fait, c'est une formation qui va durer 2 jours, du coup, qui aura lieu certainement à Isère, mais ce n'est pas encore calé, et dans lequel on sera au moins 3, je pense, à peu près 3 ou 4 intervenants, avec une partie plutôt théorique, une partie plutôt pratique, et puis même une partie où l'idée, c'est de faire travailler, de mettre en situation, en fait, pour travailler sur des projets, exemples, et justement essayer d'élaborer un plan de restauration à partir de ce qui existe, par exemple, sur les plans de restauration fournis par l'ASER, pour arriver à avoir en fait, pour que tout le monde travaille de la même façon et réponde aux objectifs des plans nationaux de restauration et donc du règlement européen. Voilà, l'idée, c'est qu'en fait, au niveau local, on arrive à s'intégrer aujourd'hui dans des projets qui sont standardisés, mutualisés et qui font sens et que l'on va pouvoir comparer les uns avec les autres et faire remonter au niveau national, voire européen. Voilà. Voilà, donc là, c'était un petit avant-goût de cette formation qui sera beaucoup plus approfondie sur tout ce qu'on a pu évoquer aujourd'hui, finalement.